Bien, alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, Claude Brand. Je suis le rédacteur de Québec humaniste, la revue de l'Association humaniste du Québec. Et je connais Claude Singer depuis quelques années. J'ai animé même une conférence qu'il a donnée ici, dans cette salle, il y a plus d'1 an. Je considère Claude comme étant très érudit sur la question de la famille. Les questions anthropologiques générales, l'histoire de la famille et aussi une pensée exquisément critique sur la question de la famille. Alors, je vais maintenant vous expliquer le format rapidement de la soirée. Nous avons convenu d'aborder 4 thèmes où Claude va élaborer un mini-thème, si vous voulez, et puis on va prendre des questions. Pas des commentaires, pas des affirmations, seulement des questions, si vous permettez, à 4 occasions. Donc, il y aura 4 petites pauses où on va inviter les questions, puis pour que ce soit assez dynamique, là, mais pas chaotique non plus. Ces 4 thèmes seront qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que la religion vient faire dans la famille? Quel est le rôle de l'État dans la famille? Et je garde le dernier thème en surprise. Je ne spécifierai pas c'est quoi le dernier thème pour le moment. On verra si on peut se rendre jusqu'à ce sujet. Donc, Claude va présenter pendant quelque chose autour de 15 minutes et puis on aura 5 minutes, 4 fois pour discuter, prendre des questions, à obtenir les réponses de Claude, parce que ça va être ça l'idée. Poser une question à Claude Singer, il va vous répondre. Est-ce que ça vous convient comme format? Très bien, alors je laisse... j'ai oublié de mentionner, Claude est le rédacteur d'une revue qui est bien plus ancienne que Québec humaniste, une revue de la libre pensée française qui est l'Idée libre, à laquelle je suis abonné et que je vous recommande très chaleureusement. Et il est militant de longue date. C'est un enseignant de carrière, à la retraite je crois, de français, professeur de français de carrière, et militant de longue date. Il a été syndicaliste aussi, n'est-ce pas, bien sûr, et militant de la libre pensée française, voilà, et ami de l'Association humaniste du Québec. Voilà, Claude, je te laisse. Merci Claude de toutes ces amabilités. Alors, question, qu'est-ce que la famille? C'est une question extrêmement vaste parce que elle recouvre énormément d'aspects. D'abord, sur le plan historique, on va dire qu'il y a un débat entre les anthropologues et les sociologues. Alors, les anthropologues, ils ont une vision verticale, c'est-à-dire que la société est composée de familles élémentaires sur le plan biologique, psychologique, les sexes s'attirent, il y a des enfants, les femmes instinctivement élèvent leurs enfants, les hommes instinctivement protègent les femmes et les enfants. Et puis donc c'est comme ça, avec ces rapprochements, ces agrégats, que le tissu social se construit. Donc on a une espèce de parenté. On est le fils d'eux, la fille d'eux, le grand-père d'eux. Ça peut aller très loin. Et donc, pour qu'une famille existe, se construise, il faut que 2 familles s'amputent. Et donc, ce qui fait que la famille est à la fois un lieu obligatoire et en même temps un lieu transitoire. Et donc, ça fait, l'homme étant un animal social, on est donc dans une structuration qui a construit la société. Et donc, on peut dire que la famille est finalement au croisement d'un élément de nature et d'un élément de culture. Alors, bien évidemment, c'est intéressant, le mot famille, familia en latin, vient de famulus, qui désigne en fait l'ensemble des esclaves domestiques d'une maison. Alors c'est intéressant de voir que le mot famille, finalement, il désigne un état de servitude. Mais qui dit servitude, dit patron.
Donc la famille, finalement, la famille, c'est l'ensemble des gens qui sont sous la domination du patron, du maître des esclaves. Et on verra qu'il y a beaucoup d'analogies qui sont faites, notamment sur la construction et la structure de la famille, notamment sur l'association, le regroupement qui a le plus théorisé au cours des siècles sur la famille, à savoir l'Église romaine. C'est elle qui a donné on en parlera tout à l'heure. Alors à partir du moment où on pose la question de famille, on pose la question des liens de parenté, on pose la question du couple, on pose la question des familles recomposées, on pose la question des familles monoparentales, on pose la question de ce qu'on appelle en France l'union libre, de ce que vous appelez ici les unions de fait, je crois, il me semble bien, les Pacs, qui ont été institués en France, la question du mariage de deux personnes de sexes différents, la question du mariage de deux personnes du même sexe. Après, et puis aussi un débat où on a failli s'étrangler hier avec l'un et l'autre avec Claude, parce que, bon, je lui ai dit, la famille n'existe qu'à partir du moment où on fonde une famille, c'est-à-dire au moment où il n'y a pas seulement un couple, mais un couple et au moins un enfant. Alors comment une famille, un couple n'est pas une famille? Bien sûr, j'ai rien contre le fait qu'un couple puisse se considérer comme famille. Et de toute façon, un couple appartient à une famille, au niveau de sa parenté. Mais bon, est-ce que, pour pouvoir un petit peu serrer notre débat et pas l'élargir sur un plan beaucoup trop vaste, on ne saurait pas trop après de quoi on parle, on va s'intéresser à quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toutes les sociétés, c'est-à-dire le fait qu'il y a une unité plus ou moins lâche qui se constitue entre un homme, une femme et des enfants. Au niveau de l'histoire, bien sûr, vous comprendrez bien que je ne rejette pas la possibilité pour les couples homosexuels d'avoir des enfants, d'élever des enfants. Mais disons, pour pouvoir une meilleure compréhension du débat, sur le plan historique, c'est comme ça que les choses se constituent. Parce qu'à partir du moment où on pose la question du mariage, on pose le fait, pourquoi un mariage? Parce que le mariage va jouer un rôle économique, c'est-à-dire qu'en fait, et juridique, il faut définir avec force et sans qu'il y ait de contradiction possible, qui est le père. Puisqu'on va distinguer ce qu'on appelle les enfants légitimes des enfants illégitimes. On va poser aussi la question de comment se survivre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on transmet un héritage foncier ou un héritage de biens, quel qu'il soit, au niveau de sa descendance. Toutes ces questions-là, donc, vont former, on voit tout un arsenal législatif, social, politique, économique, et qui va être différent selon les sociétés. Parce que il est bien évident que, par exemple, je peux vous citer rapidement Lévi-Strauss. Il faudrait beaucoup de complaisance pour reconnaître les liens de famille tels que nous-mêmes et d'autres peuples le concevons, dans certains groupes familiales. L'exemple classique est celui des Nayars, importante population de l'Inde, où les enfants appartenaient à la lignée maternelle et où le mari ne jouait guère de rôle, sinon celui de visiteur occasionnel et discret d'une femme, libre par ailleurs d'avoir autant d'amants qu'elle le voulait. En Inde encore, en Assam, en Afrique, on connaît des sociétés où les jeunes gens des deux sexes vivaient pratiquement en promiscuité et ne se mariaient qu'au sortir de cette période de liberté sexuelle, avec parfois cette restriction que pouvaient seulement convoler ceux qui n'avaient pas été amants, de sorte que dans chaque village, chaque homme épousait une femme qu'il savait avoir été la maîtresse de la plupart de ses voisins. Il faut aussi citer ces sociétés esquimaux et australiennes qui pratiquaient de manière institutionnelle le prêt de femmes accompagnées au moins en Australie d'un déni plutôt qu'une ignorance réelle de la paternité physiologique, c'est-à-dire le fait qu'on a des enfants parce qu'il y a eu des rapports sexuels. En ce cas, la famille n'apparaîtrait guère que comme une association économique où l'homme apporte les produits de sa chasse, la femme ceux de la collecte et du ramassage. Alors,
Donc il y a à peu près, on a recensé à peu près 4000 à 5000 sociétés de types différents sur Terre. Mais malgré tout, la famille conjugale semble être à peu près présente dans tous les cas de figure, en quelque sorte. Puisque de toute façon, du point de vue physiologique, justement, et comme nous l'ont expliqué les anthropologues, c'est le rapprochement d'un homme et d'une femme et la liaison des deux sexes qui permet de pouvoir créer, comment dirais-je, une famille, une lignée et une descendance. Donc, bien évidemment, la famille telle qu'on l'a présentée, elle était, y compris en Occident, elle était inclue à l'intérieur de groupes plus vastes qui avaient un lien et un pouvoir économique et politique. C'était la gens chez les Romains, par exemple, les clans dans un certain nombre d'autres populations, écossaises ou autres. Mais il faut savoir que petit à petit, à partir du moment où il y a commencé à avoir accumulation de richesses, il y a eu la nécessité de faire que la propriété privée qui avait été construite par tel ou tel homme, eh bien, il trouvait de moins en moins juste qu'elle soit en fait la propriété collective du clan ou la propriété collective de la gens. Donc petit à petit, les familles ont pris le pas sur ces clans et ces gens. Et en même temps, il a fallu construire, disons, simultanément, parallèlement ou alternativement, enfin, un organisme capable de défendre ces biens, de défendre cette propriété privée. Et Engels explique que c'est là qu'apparaît l'État, comme étant le garant finalement de la défense de la propriété privée des biens des familles. Donc on voit bien que tous ces éléments de la société sont là, et bien évidemment, les religions, et notamment le christianisme, qui est un fervent défenseur de la propriété privée et de l'État, va bien sûr avoir son mot à dire sur ce qui fait en quelque sorte le pivot de la force de l'État, c'est la famille. Et d'où l'implication des églises sur la religion. On peut voir par exemple en France le Code Napoléon, qui est issu de la Révolution française, qui en fait contient toute une série de lois ou de systèmes qui avaient déjà été mis en place sous l'Ancien Régime, va instituer en quelque sorte la puissance de l'État qui repose sur la puissance des pères. Et la femme étant mineure. Et c'est directement la nourriture théorique de l'Église qui va permettre en quelque sorte la rencontre entre le civil quelque part et la religion pour instituer la domination des pères et la toute-puissance des pères de famille. Toute puissance telle que lorsque le parricide était le seul crime dans lequel le condamné allait à la guillotine ou allait à l'exécution, à la hache ou à la potence, avec la tête recouverte d'un voile. C'était un crime particulièrement considéré comme particulièrement odieux. Enfin voilà. Donc je ne sais pas si j'ai fait une espèce de définition, ou en tous les cas de contour de ce qu'est la famille. Est-ce que... Oui, ouvrons la discussion, enfin la période de questions. Je crois que Michel voulait passer avec un micro. Ah, c'est ce Michel Virard passe avec le micro. Si vous avez une question, parlez dans le micro, afin que ce soit bien capté. Est-ce que vous m'entendez? Non. Je pense qu'il marche. Non, il fonctionne dans la caméra seulement. Je l'entends dans la caméra, c'est pour ça. Fonctionne dans la caméra, c'est déjà ça. Ça marche? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, allô? Il entre dans la caméra, c'est essentiel. Voilà. Alors, il me semble que le Code Napoléon provient de Rome. Est-ce que je me trompe?
Rome. Copié sur des lois qui étaient en force à l'époque romaine. Ah ben, de toute façon, oui, mais il n'est pas copié des lois romaines. Au départ, l'ensemble des institutions, après la chute de l'Empire romain, c'est l'Église qui assure, disons, l'organisation administrative, c'est à peu près le seul organisme qui tient encore en place avant que se développe, se construise le féodalisme, se construisent les monarchies dans les pays. Et donc, à partir de là, le droit romain reste toujours un élément d'importance qui va évoluer, bien évidemment. Hein. Mais ce qu'on sait, c'est que les Portalis et puis l'autre nom m'échappe, il va me revenir tout à l'heure, qui sont les deux rédacteurs en fait, de ce qu'on appelle le Code Napoléon, qui est le Code civil en France, ils vont en fait, en les adaptant après la Révolution, utiliser toute une série de lois et de textes qui étaient déjà largement en vigueur sous l'Ancien Régime. Donc forcément, il y a dedans du droit romain, il y a dedans du droit de nouvelles lois qui ont été mises en place. C'est très rare qu'il y ait, en fait, au niveau de la législation, je ne suis pas légiste, hein, mais c'est très rare qu'apparaissent brusquement des lois comme ça qui tombent du ciel. C'est toujours en fonction d'une évolution sociale que telle ou telle loi va se modifier, va s'adapter, va devoir répondre à un besoin particulier, quoi. Il n'y a pas de loi qui se crée avec ça brutto. Mais évidemment, on a une continuité, le droit romain étant lui-même aussi certainement se puisant ces valeurs dans peut-être le droit athénien ou peut-être dans d'autres droits plus anciens encore. Je pense que les sociétés se construisent les unes sur les autres en même temps les civilisations se construisent en même temps les unes contre les autres et en même temps les unes sur les autres.